toute façon, on ne t'explique pas comment tu dois faire, tu sais comment tu dois faire, tu sais pas pourquoi. Ce sont tes parents qui t'apprennent ça. Chez les Giselles, ce n'est pas tout à fait ça. Là, on essaye quand même d'aider les élèves. Hein. Les Giselles, eh bien, bon, elles sont apparues à un moment où, voilà, on commençait, bon, c'était la société de consommation et de production, on a vraiment très bien organisé la société, on a découpé toutes les branches, prof de français, de maths, hein, de sciences, non, de chimie, de physique, de bio, hein, prof de langue, etc. Et chacun avait sa petite spécialité et était spécialiste d'une discipline. Voilà. Bon, ils ne se voyaient pas entre eux, mais chacun avançait dans son créneau. Hein, on ne voyait pas ce que faisait le voisin, mais on avançait et on était vraiment quelqu'un de spécialisé. Ça, c'est une vision tayloriste un petit peu des choses. Hein. On a vraiment poussé chaque personne à devenir vraiment un didacticien, à savoir vraiment quelles étaient les difficultés. Et alors, on a travaillé selon le système behavioriste. Behavioriste, c'est comportement, facilite le comportement. Voilà. Donc, ce qu'on retrouve ici, c'est qu'on va travailler par objectifs. Hein, des objectifs généraux, des sous-objectifs. Et puis à la fin, on se dira, l'élève doit être capable de savoir, savoir-faire, savoir-être. Ça vous rappelle quelque chose peut-être de vous bien. Donc on retrouve ça. Hein? Alors, pour que l'élève ne fasse pas, parce qu'il faut se dire une chose, hein, ce qu'on essaye de faire, c'est que l'élève ne se trompe pas. L'erreur, c'est une maladie chez les Giselles. Hein? D'ailleurs, vous avez déjà remarqué, quand elles font une évaluation au début, c'est une évaluation diagnostique. Ah oui. Et puis quand on voit où en est l'élève, on fait des remédiations. Hein, les mots ne sont pas, hein, sont pas gratuits. Hein. Parfois, ça confine à l'acharnement pédagogique, mais parce que les Giselles, ce sont très infirmières. Elles sont là pour aider les élèves. Hein. Quand un élève ne comprend pas, on donne encore davantage d'exercices pour qu'il puisse rattraper le retard, hein, retrouver les bases. Et on est prêt à lui donner pendant la récréation pour qu'il ne perde pas trop de temps. Hein, et les temps de midi, mais on est disponible, hein, prêt à tout. Et après 4 heures encore. Ça, c'est sûr. Donc, on est prêt à l'aider, hein, à chaque fois. Donc, ça sont les Giselles, et parfois, bon, ben, là, l'élève, ben, il est malade de cette obligation. Ça peut arriver. Globalement, c'est le modèle qu'on avait dans les années 70, 80. Vous en avez peut-être encore. De remédiation, parce que la remédiation, c'est toujours évidemment en dehors du cours. Ça, c'est en dehors du cours. Ça, c'est le modèle behavioriste, plus ou moins, résumé en Giselle. Et puis après, dans les années 90, peut-être maintenant, commencent à apparaître des Philémons. Philémon, lui, s'était réjoui de l'arrivée du décret mission. Il s'est dit, chouette, on va pouvoir enfin changer de système, quoi. Passer de la chandelle à l'électricité, parce qu'on va quand même mettre l'élève au centre des apprentissages. D'ailleurs, pour lui, la première chose qu'il se dit, ben, l'erreur, c'est pas une faute. L'erreur, c'est pas une maladie non plus. Hein? L'erreur, ça fait partie de l'apprentissage. C'est un jalon dans l'apprentissage. D'ailleurs, sa devise, c'est bien simple, c'est en se plantant qu'on fait ses racines. Si je ne me plante pas à un moment donné, je n'apprends pas. Donc, je ne vais pas faire des remédiations externes. Je vais essayer de faire en sorte que les moments où je me plante, eh bien, je me pose la question, qu'est-ce qui fait que je me suis planté? Hein? Et je vais partir de là pour reconstruire mes apprentissages. Pour les Philémons, l'apprentissage, c'est l'élève qui apprend, c'est pas une page blanche. Hein? Quelqu'un qui part sur du vide. Non, il a déjà cette représentation. Des représentations qui sont parfois très fausses. Qu'il faut pouvoir déconstruire à un moment pour pouvoir remettre les pièces dans le bon ordre. Mais
faut qu'on regarde comment elles sont construites. Donc on va poser les questions. Tiens, comment est-ce que tu t'y prends pour arriver à... On va poser les questions sur les stratégies d'apprentissage. Comme pour arriver à cette réponse-là, comment est-ce que tu as fait? Ah, tu es passé par là, tu as fait ça, ça. Bon, on va me dire, là, d'un point de vue individualiste, c'est très facile, mais une fois qu'on est avec une classe de 25, comment est-ce qu'on fait? C'est pas évident. Mais c'est pour ça aussi que notre Philémon, il est très très loin de... Vous vous souvenez des Lukaku, prof de géographie, hein, prenez votre cours de géographie. Je vous préviens que le premier que j'entends chuchoter, papoter, parler ou n'importe quoi, je le fous à la porte avec un rapport de M. Baudoin. Que ce soit bien entre vous et moi. J'aime bien le geste entre vous et moi. Parce que pour Philémon, entre vous et moi, ça veut dire quoi? Que je suis le seul à pouvoir apprendre à mes élèves. Les autres disent, ben voilà, il n'y a qu'une relation possible. Surtout ne trichez pas, regardez ici, sur votre feuille où... Ben, Philémon il dit, non, comparez un peu les résultats que vous avez. Est-ce que vous êtes arrivé au même résultat? Réfléchissez un petit peu entre vous pour voir. Il essaye d'établir un réseau avec ses élèves. Il essaye de créer le climat de classe dont Philippe parlait. Créer les conditions pour qu'on puisse collaborer au départ. Voilà, ça c'est la vision des Philémons. Ici on cherche en tout cas à travailler l'apprentissage ensemble. Tiens, tout d'un coup, comment est-ce que toi tu t'y prends pour étudier, je ne sais pas, ton dialogue d'anglais? Ah, moi je fais comme ça, et toi? Ah, ça comme ça. Et tout d'un coup, l'échange se fait pas seulement, c'est pas seulement le prof qui apporte les réponses, ce sont les autres qui donnent aussi des indications. Et en permettant à l'élève de se dire, tiens, maintenant, en ayant entendu ça, comment est-ce que je vais étudier? Hein? Parce que je m'étais planté la fois passée. Comment est-ce que je vais pouvoir étudier? Quelle est la méthode que je vais pouvoir prendre chez les autres? Et pas la méthode certifiée, la bonne méthode de Gisèle. Hein? Mais quelle est ma porte d'entrée? Voilà, ça ce sont des représentations. Alors vous voyez, quand on est occupé à travailler avec des enseignants et qu'on leur parle de ça, il faut savoir si on est bien sur la même longueur d'onde. Et quand des enseignants sont en train de partager entre eux, bon, est-ce qu'on est bien dans les mêmes représentations qu'on a de l'apprentissage? Et je pense que c'est nécessaire parfois de faire appel à ces théories-là parce que ça nous permet de remettre un petit peu les choses à plat et de se redonner, voilà, de redonner du sens à ce qu'on dit. Hein? La remédiation ici, c'est l'apprentissage. Le mot n'existe plus. Ou alors pour des élèves en très grande difficulté. Pas pour les 80% d'élèves qui en général n'ont pas trop de problèmes. Je ne vais pas dire qu'il ne faut plus de remédiation externe pour tous les élèves. Il y en a quelques-uns qui sont en très grande difficulté. Mais pour la majorité des élèves, on avait tendance à les mettre en remédiation externe, alors qu'il suffit de travailler peut-être davantage le réseau avec eux. Voilà. Donc, globalement, quand j'essaye de voir un petit peu, je me dis, tiens, voilà, on a fait un petit peu le tour des théories de l'apprentissage, et comme dirait Gisèle, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? D'abord, ça va permettre de mettre à plat les choses. Ensuite, si vous regardez, toutes les méthodes qui sont préconisées, elles ne sont pas achetées nécessairement. Ce n'est pas parce que j'ai une vision de l'apprentissage qui diffère que nécessairement être un prof transmissif, c'est mauvais. C'est utile à certains moments. Mais le prof transmissif qui s'enrichit en même temps, hein, je vais dire, de la dimension behavioriste et qui sait détecter dans la matière quelles sont les difficultés des élèves, il a une dimension supplémentaire.
et le professeur socio-constructiviste qui parvient à travailler les stratégies d'apprentissage et à mettre les élèves en réseau, c'est une dimension encore en plus. Donc je dis, ça permet d'enrichir sa palette en tant qu'enseignant. Et quand même, je veux vous faire l'aveu d'une chose, c'est que moi aussi j'ai été Gérard. Quand j'ai commencé, j'étais Gérard. C'était comme ça, et je pense que la majorité des enseignants débutants, quand ils commencent, c'est la matière. Ils s'accrochent à la matière. Et c'est normal de passer par ce stade. J'ai aussi été Gisèle, beaucoup quand même. Et longtemps, Gisèle. J'ai été longtemps Gisèle. J'ai donné des cours de rattrapage qui ne marchaient absolument pas. Il fallait aller chercher les élèves à l'étude, ils étaient tout à fait volontaires. C'était ponctuel. Bon, alors, c'est pas facile à mettre en œuvre. Alors je me suis dit peut-être que je vais essayer de faire un peu plus de Philémon, de monter des projets, de permettre aux élèves de se sentir bien dans un climat. Et je me dis, ah tiens, au fond, quand je ne suis plus là, les élèves parlent entre eux aussi et se refilent des trucs. Donc moi j'ai travaillé beaucoup des projets de théâtre avec mes élèves, et au moment donné, ben, ça créait l'esprit de troupe. Et puis quand j'étais pas là, ils se donnaient des solutions en main, où ils s'épaulaient mutuellement. C'était bien plus facile en tout cas pour eux et pour moi aussi. Et je veux dire qu'il ne faut pas se cacher les choses. Quand on arrive à créer un climat de classe, quand on arrive à travailler un projet, il y a un plaisir. Il y a un plaisir de donner cours. Et il y a un retour des élèves qui est vraiment terrible. Et ça, moi je vous invite en tout cas à retrouver le plaisir qu'il y a dans vos propres cours et à vous dire, bah, tiens, voilà, qu'est-ce que je peux faire avec ça? En tout cas, je vous souhaite d'aller de l'avant de ce point de vue-là. Je te repasse la parole. Tu vas essayer de retomber sur tes pas. Parce que moi, je me suis écarté un petit peu. Je me trouve transmissif au début de mes cours aussi. Je me retrouve dans ce que tu dis. Peut-être juste un mot sur le... j'aimerais tellement être positif et vous dire que tout va bien, mais c'est vraiment pas... Parce que même quand vous avez du sens, je reviens à la violence, hein, je vais vous prendre une situation de harcèlement que j'ai vécu à l'école. Donc imaginez, tout va bien, et puis il y a le harcèlement qui vient. Donc il y a une étudiante qui voit une de mes collègues et qui me dit, Philippe, il y a menace de suicide. Donc voilà, Facebook, voilà, peut-être dedans, on est tous dedans, pugilat, tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, moi je propose, on va voir la direction. Et on exclut l'étudiant qui a dit, écoute, soit on fait ça, soit on remet du collectif. Parce que ce que je vois, c'est des profs impuissants, une direction impuissante, le groupe classe impuissant. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Donc j'ai proposé à la direction une matinée, donc tous les profs de la section et toute la classe. On n'aborde pas la question du harcèlement, on aborde la question, la thématique. D'abord, on fait une thématique motivante pour mettre du groupe. Et j'ai proposé la thématique, comment est-ce qu'on peut mieux vivre dans la classe jusqu'à la fin de l'année, comment mieux vivre ensemble pour penser la réussite de chacun. Et comme je sais que dans un groupe, les peurs sont très fortes. Pourtant, c'est un groupe qui m'avait dit au début de l'année, l'animation, c'est trop bien, on scène, etc. Oui, ben oui, on s'aime toujours bien, et puis à un moment donné, vous voyez bien que ça va pas, c'est la crise. Et là, on est dans la violence. Donc, on ne sait pas ce qui... Quand on intervient, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Moi, c'est ma posture de base. Et donc, j'ai, avec mes collègues, pensé cette intervention. Et puis, on a commencé par cette thématique, on l'a proposée aux étudiants. Pendant une matinée, on va vous accompagner, voir un peu qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que vous coopérez mieux. Et puis, déclanification d'office. Et j'ai mis des étudiants qui ne s'aiment pas ensemble, d'office. Pourquoi? Donc, si vous voulez mettre le plus possible de cadre de confiance, pourquoi? Pour passer de la violence au conflit. C'est-à-dire un prof avec deux élèves. Et les profs qui
sont là pour aussi mettre un cadre de confiance, ce qui parfois n'est pas donné, parce qu'ils peuvent aussi ne pas être conscients de subtiles violences. Et l'idée de dire, parlez-moi un peu d'une journée difficile dans votre classe. Et puis, fil en aiguille, ils ont commencé à parler dans des tout petits groupes. On ne peut pas entrer en conflit quand il n'y a pas de confiance. Et puis j'ai fait deux sous-groupes qui discutent ensemble. Et puis tous ensemble, on a discuté des problèmes de la classe. Et puis le problème de harcèlement est venu. Et j'ai eu l'ensemble des étudiants qui ont craqué, profs y compris. Mais monsieur, je suis de bonne famille, comment c'est possible qu'il y ait autant de violence en moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et mon objectif, c'est pas de condamner la violence. Elle est présente. Il y a autant de violence dans l'être humain qu'il a de générosité. Elle se réveille chaque fois qu'il a de peur. Et ce cadre de confiance est extrêmement important. Et donc, quand la direction a vu que c'était possible que les profs se mobilisent, parce que c'était riche, les profs ils quittaient leur casquette de prof en disant ben, je vais venir comme papa et je vais venir écouter ce que les élèves vivent. Donc, quand vous êtes enseignant, vous le savez bien, on voit une partie de l'iceberg. On ne sait pas ce qui se passe dans la classe. Et bien là, vous avez un moment où les professeurs se posent et me disent dites-moi un peu ce qui se passe chez vous, dans votre camp. Et ce qui a permis que la classe continue ensemble, c'était pas parfait. Mais au moins, la jeune fille ne s'est pas suicidée, elle a continué avec les groupes, jusqu'à la fin de l'année, il restait 6 mois. Et il n'y a pas eu d'exclusion. Et j'ai proposé donc à la direction, avec mes collègues, mais est-ce qu'on ne commencerait pas, dès qu'il y a, dans la première année, constituer des groupes classes. Et j'ai commencé dans plusieurs sections. Et ce que je fais, c'est simplement dire, ben, dites-moi un peu quelles sont vos craintes et vos doutes avant de commencer l'année. Dans une section, je l'ai fait. Après 2 semaines, les inquiétudes étaient la motivation, donc crainte d'être démotivé, le respect, la solitude et le stress. Il y a déjà un enseignant qui avait dit chez moi 80% d'échecs, 20% de réussite. Et de leurs inquiétudes, je dis, on fait quoi pour en sortir? Parce que le lit de la violence, c'est l'impuissance. À chaque fois qu'on est dans la puissance, on est dans de la violence parce que c'est une impuissance. Et donc on essaie de remettre du sens. Et donc ils ont évoqué, mais c'est des petites choses, hein, faire un groupe Facebook, élire un délégué, faire une pièce de théâtre. On a imaginé une bourse de compétences. Ah, moi j'aime bien le cheval, etc. J'aime bien faire des soirées, etc. Et donc dès le départ, ça les met en responsabilité de leur groupe, de leur lien. Donc ils ne sont pas qu'étudiants, il faut qu'en sorte ils puissent s'en sortir. Et je pense vraiment que ce groupe doit être